Si tu veux, je parlerai de ça après aussi, si vous voulez, parce qu'il faut quand même bien savoir qu'il y a des points névralgiques dans le réseau. Je ne les connais pas, parce que c'est des choses qui sont secrets, je ne sais pas si secret défense, je ne sais pas quel est le niveau, mais c'est en tout cas secret. Qui sont secrets, ou si ces points-là se capotaient, l'intégralité du réseau s'effondre et ne redémarre pas. Juste pas possible de le faire redémarrer. Il faut tout changer, il faut changer des postes, des transformateurs, qui, juste, on en a un en stock en France, un pour remplacer. Et si on en fait tomber 4 en France, c'est l'intégralité du réseau qui peut s'effondrer. Aux États-Unis, c'est 9. Aux États-Unis, il y a 9 points névralgiques pour faire tomber tout le réseau américain, sauf le Texas, puisque le Texas a un réseau électrique à part. Le Texas. Aux États-Unis, il y a 3 réseaux. Le réseau ouest, le réseau est et le Texas. Le Texas, c'est un peu à part. Donc, l'échelle. L'échelle, il n'y a, à ma connaissance, pas d'études scientifiques, on va dire, pour dire voilà la bonne échelle. Parce qu'en réalité, ça dépend d'énormément de facteurs. La bonne échelle ici, ce sera pas exactement la même bonne échelle là. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre de la géographie, ça va dépendre des ressources, etc. Mais globalement, on est pas mal, on est un certain nombre, on va dire, à être intuitivement d'accord, ça va de nouveau que notre intuition, à être intuitivement d'accord sur le fait que la bonne échelle pour organiser une résilience collective, c'est quelques milliers à quelques dizaines de milliers de personnes. Voilà, en termes de groupe humain. En deçà, on n'est pas capable, on est trop petit, on n'est pas capable de gérer des chocs, que ce soit des chocs internes, des chocs externes. S'il y a d'un seul coup une grosse pénurie de bouffe, c'est pas évident si on est 500 à gérer ça. Si on est 5, encore moins. S'il y a des gens qui affluent, une vague de migrants, s'il y a de la violence, s'il y a des choses qui se passent, des disruptions majeures des infrastructures, il faut être quelques milliers ou quelques dizaines de milliers pour avoir toutes les compétences et les redondances dans le système pour être capable de gérer ça correctement. Au-delà, ça c'est en dessous, ça ne marche pas ou pas durablement. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, un peu comme Chaillot, un peu comme dans l'abbé, les gens qui sont comme ça, qui ont construit une forme de résilience et même quasiment d'autonomie à leur niveau, super. Mais c'est pas durable. C'est-à-dire que même un Barnabé Chaillot et un n'a pas tant que ça, lui, il sera résilient que jusqu'à ce que les autres arrivent. Et si un jour, il y a une crise sociétale, les gens ne vont pas rester chacun le cul posé sur ses chaises, les gens vont bouger. Donc il verra débarquer des gens. Comment il fera? Donc on ne peut pas être résilient de façon isolée. Durablement résilient. Il faut être, donc les démarches sont territoriales. Au-delà, c'est de nouveau une usine à gaz. C'est trop grand. On dépend de chaînes d'approvisionnement qui viennent de milliers de kilomètres, etc., pour pouvoir nourrir un territoire ou une ville de 500 000 personnes et tout, enfin 1 million. C'est trop de flux d'approvisionnement en entrée et en sortie. On n'est pas résilient face à la rupture de ces flux. Et ces flux vont se rompre, puisque ces flux, ça ne sera peut-être pas du jour au lendemain comme ça sera peut-être graduel, mais ces flux ne vont pas pouvoir durer encore des décennies, puisqu'ils sont dépendants de pétrole abondant et bon marché, et que nous sommes en train, qu'aux allons, ça commence, on va sortir de cette ère. Voilà, donc il faut travailler là où ça fait sens, au juste niveau, à la juste échelle, sur les bassins de vie, quelques dizaines de milliers de personnes peut-être. Sur les villes qui sont plus grandes que ça, elles doivent être redécoupées. Je n'ai pas dit que c'était simple. Donc là, il faut plus aller dans une logique de biorégion. Globalement, une ville comme Paris n'a aucune chance d'être résiliente si elle ne se redécoupe pas avec un morceau de ville, un morceau de zone périurbaine et un gros morceau de campagne, découpé en quartiers, entre guillemets. Ce pas des quartiers géométriques, c'est des choses un peu biscornues selon certaines logiques géographiques et culturelles. Mais globalement, ouais, il faut découper. Et après ça ne veut pas dire autarcie de chacun des morceaux, hein, c'est des choses qui fonctionnent entre elles, mais il faut découper. Bon, donc, il faut s'occuper de la résilience collective à ce niveau-là, et ensuite travailler sur l'interterritorial. Là, sur une approche cohérente et surtout des complémentarités, je vais dire, parce qu'on ne peut pas tout produire partout, donc des complémentarités et des solidarités interterritoriales. Là, ça, c'est vraiment la clé pour arriver à s'en sortir. Adrien, tu veux réagir par rapport à ça ou... Moi, juste pour relier au film, ce que j'ai vu justement dans l'approche de Fabien et Cécile et des Échos Amont,
à Ticora, c'est ça que j'ai vu justement, c'est la capacité de certains entrepreneurs de faire de leur entreprise un outil politique et de revenir à du localisme, de revenir à une gestion horizontale de tous les acteurs, et peut-être à l'échelle là, peut-être ils sont peut-être pas suffisants selon des barèmes, des critères, mais en tout cas ils sont quelques milliers à s'organiser de façon, voilà, je disais horizontale autour d'un projet commun, c'est-à-dire voilà, habiter différemment le territoire. Alors peut-être aussi amener des personnes différentes de l'extérieur avec une valeur différente, ajouter des compétences nouvelles, et où on revient avec une résilience d'alimentation, énergétique et aussi économique. Et en fait derrière, voilà, ce genre de projet qui en effet peut fonctionner par biorégion. Derrière les projets techniques peuvent voilà, on peut découvrir des projets d'autonomie qui sont assez porteuses et en effet qu'on verra peut-être plus facilement émerger dans les campagnes. Mais après, voilà, il faut s'attaquer à ces projets-là. Et justement, Philippe Bioix, avec son dernier bouquin, La vie stationnaire, s'est intéressé aussi à comment est-ce qu'on peut subdiviser les villes de façon plus résiliente. En tout cas, voilà, c'est ça aussi que j'ai voulu montrer à travers cet exemple de la Ticora et de Tania Sissi. Et si tu me permets, je voudrais citer un exemple d'un projet low-tech qui n'est pas dans ton film. Et c'est normal, c'est pas une critique, puisqu'il n'est pas français, et tu parles de la France en fait, dans ton film. Et puisque vous êtes ici dans cette salle et que vous intéressez de plus ou loin au sujet des low-tech, si vous parlez anglais, désolé pour les autres, renseignez-vous sur le Global Village Construction Set. Ça, pour moi, c'est le projet, le low-tech le plus génial que j'ai jamais entendu parler. C'est un projet qui n'est pas nouveau, il a plus de 10 ans, il a peut-être même 15 ans, je ne sais plus exactement quand ils ont commencé, c'est aux États-Unis. C'est un ingénieur, à la base, qui a lancé ça. Et l'idée est la suivante. Ils se sont dit, quelles seraient les machines et les outils dont on aurait besoin, hypothétiquement, pour construire, en partant de zéro, une civilisation. Ils ont abouti qu'il faudrait une 50aine de machines. Il y a des machines qui font des choses, par exemple, qui produisent du béton, ou pour l'agriculture, ou qui sont capables pour souder, des postes à souder, des machins, etc. Et puis il y a des machines qui sont des machines pour fabriquer d'autres machines. Il y a une 50aine de machines. Et donc ce qu'ils ont fait ensuite, c'est qu'ils se sont dit, ok, alors on va faire en sorte de développer ces machines. Déjà, on va fonctionner par module. C'est-à-dire que s'il y a un module qui peut être réutilisé sur différentes machines, ça va être le même module. S'il y a un châssis avec des roues, sauf besoin spécifique, ça va être le même châssis avec les mêmes roues pour toutes les machines, etc. Bloc moteur, c'est le même, etc. Déjà, ils ont fait ça, ils ont rationalisé globalement. Et ensuite, ils se sont dit, donc on va mettre en place des plans et des tutoriels qui feront que, gratuitement, open source, n'importe qui dans le monde pourra, avec peu d'argent, avec par contre un peu d'outillage et de compétences en bricolage, il faut quand même s'y toucher un petit peu, mais pourra construire ces machines uniquement avec des choses qu'on peut facilement trouver à peu près n'importe où dans une casse, un machin, un truc. Et donc n'importe qui peut, plus ou moins n'importe qui, peut fabriquer ces machines. Voilà. Et ils ont commencé à développer, à mettre les plans et les tutoriels en ligne. Et pour l'instant, sur les 50 machines, je crois qu'ils en sont à une vingtaine déterminées, et puis d'autres à des niveaux d'avancement divers. C'est honnêtement, moi je trouve ça vraiment absolument génial. Il faut aller le voir pour le croire. Et puis là. Alors, pardon, tu voulais... Non. On arrive doucement à la fin de notre discussion. Donc déjà, merci à tous d'être venus. Alors peut-être un petit mot de la fin, et j'avais une dernière question pour vous faire réagir en mot de la fin. Par rapport à ce que dit Alan Fustek, il me semble, il dit « la transition n'a pas commencé ». Et est-ce que, justement, vous pouvez, Arthur et Adrien, vous pouvez nous donner votre avis par rapport à ça, et comment est-ce que nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, concrètement? Sans être trop long. En 2 mots. C'est vrai qu'on n'a pas arrêté de dire que tout ça est extrêmement minoritaire, et ce qui est vrai, hein, on ne sait pas vraiment le quantifier, mais c'est quelques pourcents comme ça de la population qui, depuis 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans peut-être même, puisque en fait finalement déjà les années 60, 70 et les premières communautés, on parlait des technocritiques, il y avait déjà des minorités agissantes, inspirantes, et d'ailleurs on avait l'impression que parfois elles prenaient beaucoup d'espace, alors qu'en fait c'était quelques milliers de personnes reculées, je ne sais pas, aux confins de la France, en Ariège, dans les Pyrénées-Orientales, d'où je viens, j'ai un peu grandi d'ailleurs dans cet esprit-là.
Aujourd'hui, et d'ailleurs la question était posée le jour de l'avant-première ici dans cette salle, est-ce que ça a changé? Et en fait, on peut se poser la question, est-ce que c'est quelques pourcentages de population déjà dans les années 60-70 qui étaient dans la marge? Aujourd'hui, on en est où? Peut-être qu'on en est un peu au même point. Et disons qu'au moins la différence, c'est qu'il y a différents outils qui sont accessibles. En effet, les low-tech, ça fait partie de la panoplie d'outils qui sont accessibles. Arthur, tu disais là par exemple avec cet exemple. Donc voilà, il y a des marges de manœuvre et il est possible, je dirais la façon la plus simple, peut-être qu'à Paris ça paraît un peu compliqué parce qu'on a vu que le film se situe beaucoup à la campagne, mais le plus simple c'est peut-être d'aller dans l'atelier de réparation, d'aller dans le tiers-lieu, d'aller dans des endroits collectifs où on réapprend à faire ensemble et on apprend à apprendre parce que il y a aussi quelque chose, c'est qu'on a perdu le goût du travail manuel, du travail collectif aussi, de se relier, parce que bon, c'est bien gentil de regarder des tutos et même si c'est Barnabé ou le Low-Tech Lab, c'est bien aussi de se relier, de refaire société derrière tout ça. Donc je dirais que le premier conseil, c'est d'aller fréquenter l'atelier de réparation du quartier ou le tiers. Voilà. Oui, pourquoi pas, ça peut commencer par là, effectivement. Donc la transition n'a pas encore commencé. Ceux qui trouvent que c'est pas complètement vrai de dire ça, il y a quand même des choses qui se font. Mais maintenant, effectivement, en termes de dynamique sociétale, il n'y a pas de dynamique sociétale, il y a des dynamiques localisées, et c'est déjà pas mal. Et une fois de plus, je ne pense pas que l'on puisse viser ou espérer une dynamique sociétale. Je pense que l'on peut poser les bonnes bases, et je vais vous dire juste après donc, ce que vous pouvez faire pour ça à titre personnel, et poser les bonnes bases pour qu'au moment de la bascule qu'on va se prendre dans les dents, parce qu'on va se prendre une ou des bascules dans les dents, alors à ce moment-là, on ait les outils qui nous permettront peut-être de nous organiser et de basculer collectivement du bon côté de la force plutôt que du mauvais. Mais globalement, ce que vous pouvez faire, alors déjà, ouais, pourquoi pas, déjà aller fréquenter des réseaux et des lieux, tiers-lieux, il y a des gens déjà qui font des choses. Rencontrez-les, parlez, à savoir, si ça se trouve, vous allez avoir un coup de cœur pour une personne ou pour un projet ou pour je ne sais quoi. Secondo, organiser des conversations. Ça ne coûte pas un copec. Donc avec vos amis, peut-être. À voir, ça dépend de vos amis. Avec la famille, je déconseille. Mais par contre, avec les voisins, pourquoi pas, ou les gens du quartier, certaines personnes du quartier, avec les collègues, bon bref. Donc vous passez par Facebook si vous voulez, ou alors vous passez par une annonce sur un bout de papier que vous mettez en bas de l'immeuble ou à la machine à café, et vous dites je propose de lancer un groupe de discussion, ou de discussion sur l'avenir. Je propose qu'on discute ensemble de nos peurs de l'avenir, quelles sont nos vulnérabilités face à certains risques. Et puis je veux ensuite qu'on parle de nos espoirs pour l'avenir, quelles sont nos forces et nos richesses, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour. Alors, il ne s'agit pas de dire tout va s'effondrer, venez, on en discute. Non. Mais juste, voilà, parlons de l'avenir. Et vous allez voir, des gens qui viennent, j'en suis à peu près certain, si ça ne marche pas du premier coup, vous recommencez différemment. Et parmi les gens qui vont venir, au-delà de quelques trolls, il y aura certainement des gens intéressants. Et va savoir, demain, le groupe de travail devient le groupe de discussion devient un groupe de travail. Et j'espère que vous allez vous lancer dans des projets. Et j'espère que vous allez vous engager. Parce qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est ce que vous pouvez faire. Ce qui va véritablement compter, c'est ce que vous allez faire collectivement. Ça va compter encore plus ce que vous allez faire individuellement pour la plupart d'entre vous. Vraiment, il y a quelques cas particuliers, des gens qui ont un gros levier, alors actionnez-le. Il y a des milliardaires dans la salle. Venez me voir après. Donc, globalement, effectivement, on vous dit souvent ce que vous pouvez faire en tant que particulier, en tant que consommateur, en tant qu'usager, en tant qu'utilisateur, mais en tant que citoyen, on ne vous dit jamais, ou rarement. Bon, c'est là que ça va se jouer. Qu'est-ce que vous pouvez faire collectivement en tant que citoyen? Donc, j'espère donc que vous allez vous impliquer, soit que vous allez créer votre propre mouvement, soit que vous allez rejoindre des choses qui existent. Et à partir du moment où vous commencez à travailler sur des projets, c'est ça pour moi qui est la clé. Il faut que vous imaginiez que votre projet, même si c'est un petit projet, et bien votre petit projet, ce n'est pas votre petit projet, c'est le petit projet qui va changer le monde. Il faut que vous ayez ça en tête dès le départ. Et pour y arriver, voilà comment il faut faire. Déjà, il faut mener le projet. Pardon. Mais il faut mettre de côté tous les éléments dont on a besoin pour pouvoir raconter l'histoire du projet. Donc dès le départ de la première réunion, vous prenez des photos, des vidéos et des témoignages des gens. Vous prévoyez, vous concevez un petit questionnaire. Pourquoi tu es là? C'est quoi tes attentes? C'est quoi tes peurs? C'est quoi tes espoirs? Tiens, dis donc, si demain c'était la grosse cata, est-ce que tu fais confiance aux gens dans ton quartier pour être dans l'entraide spontanément les uns avec les autres? Ou pas? Inventer d'autres questions.
L'important n'est pas la réponse à la question. L'important, c'est que vous reposez les mêmes questions aux mêmes personnes, 1 an après, 2 ans après, et l'important, c'est comment ces réponses évoluent. Si une majorité de personnes, la première fois, quand ils arrivent sur le projet, ils répondent non, je ne fais pas confiance aux gens pour être dans l'entraide spontanément, mais si, parce que vous aurez créé entre-temps une dynamique territoriale ou locale, si 3 ans plus tard, les gens répondent majoritairement oui, c'est énorme comme changement. Et c'est bon de le savoir, c'est bon d'être capable de le jauger, donc posez les questions. Vous avez besoin d'indicateurs pour dire voilà, comment, et de mesures claires, dire voilà comment on a réussi à réduire la consommation d'eau, d'électricité, de gaz, je ne sais pas quoi. Deuxièmement, des témoignages. Troisièmement, des images. Vous racontez les récits, vous les rendez inspirants. Si vos récits sont inspirants, parce qu'ils montrent de vraies transformations entre le début et la fin, j'en rajoute un dernier truc très court. Souvent, les premières réunions, c'est pas très intéressant. Les premières réunions, on tâtonne, les 3 couillons dans la cuisine de Jean-Michel, un samedi soir. Et on se fait chier, et on se dit, ça n'a aucun intérêt, et on va quand même pas filmer ça. Ah, grosse erreur, il faut filmer ça. Il faut filmer cette réunion qui n'a aucun intérêt, si ce n'est d'exister. Et il ne faut surtout pas partager ça sur les réseaux sociaux. Vous seriez probablement ridicule. Donc vous gardez ça sur un disque dur externe, et puis peut-être même 2 parce qu'il faut faire des backups. Et puis ensuite, vous faites ça régulièrement à différents moments du projet. Et si ça n'a aucun intérêt, c'est mieux. Parce qu'au bout de 3 ans, 5 ans, là, vous aurez des images de comment c'était avant et comment c'est après. Et là, vous pouvez dire, regardez où on en était il y a 3 ans. 3 couillons chez Jean-Michel un samedi soir. Regardez où on en est aujourd'hui. Et ça, c'est inspirant. Regardez ce que les gens répondaient à cette question au début, regardez la réponse qu'ils donnent maintenant. Regardez le lieu comme c'était atroce, regardez comme c'est beau. Regardez les indicateurs également, comment ils ont évolué. Ça, si vous mettez ça ensuite en récit de façon inspirante, votre projet, il va se diffuser, les gens vont s'en emparer, s'en inspirer, et il va changer le monde. Merci. Merci beaucoup, merci à tout le monde d'être venu, merci à Circulaire, à Léon Bellet. Et voilà, si vous avez vécu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à en parler partout sur les réseaux sociaux. Et voilà, merci et bonne soirée. Merci beaucoup.